Bonjour à tous, eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc comme on peut le voir sur la slide qui suit, la Gazette des communes, c'est plus de 20 ans d'expérience, plus de 300 programmes de formation avec voilà, du management des ressources humaines, du numérique, de l'administration générale, du juridique, de l'action sociale, de la gestion technique, la formation aux élus locaux, puisque nous sommes également agréés pour cela, agréés par le ministère. Et puis, des nouvelles tendances qui surgissent avec beaucoup de formations destinées aux collectivités pour maîtriser l'IA dans leurs activités du quotidien. Ce webinaire, vu que nous sommes aujourd'hui avec le cabinet Aldatis, est aussi l'occasion de vous présenter notre catalogue. Excusez-moi, j'ai oublié de changer. C'est bien le catalogue 2026 qui est en ligne et que vous pouvez télécharger. Et je voulais donc insister, au-delà des formations en juridique que nous proposons et que vous pouvez voir sur la slide qui suit, la formation qui se déroulera pour la dernière session au mois de septembre, si ma mémoire est bonne, la formation animée par le cabinet sur les élections professionnelles 2026, cadre juridique et bonnes pratiques pour une organisation réussie, qui aura effectivement donc lieu, j'ai la date sous les yeux maintenant, le 26 septembre. Et voilà, bon, il y a déjà des échéances qui sont passées, mais il n'est pas trop tard pour organiser très concrètement et de manière légale les choses à partir du mois de septembre. Donc n'hésitez pas sur notre site à aller la consulter et à vous inscrire pour la session du mois de septembre. Donc, comme je le disais, nous sommes réunis pour rappeler notre rendez-vous désormais biannuel et attendu pour faire le point sur les grandes actualités juridiques qui ont touché la fonction publique territoriale au premier semestre. Et nous recevons pour cela 7 collaborateurs associés du cabinet Adaltis, donc un cabinet spécialisé en droit public depuis maintenant 50 ans et qui est basé à la fois à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Marseille et à Rennes, mais aussi en Chine. Donc voilà, je vais tous leur laisser la parole. N'hésitez pas tout au long de leur intervention à poser vos questions ou via le petit module point d'interrogation que vous avez à disposition et je les leur relayerai en fin de webinaire. Merci à tous, bon webinaire et Simon, je vous laisse la parole pour tout ce qui va concerner le droit institutionnel et le droit de l'intercommunalité. Oui, merci Laurence. Bonjour à tous. Plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session de notre rendez-vous désormais incontournable de l'actualité des collectivités territoriales, ce qu'il ne fallait pas manquer au premier semestre 2026 dans l'actualité des collectivités territoriales. On vous propose pour cette session 7 thématiques. La première sur le droit institutionnel et le droit de l'interco que je présenterai. L'actualité de la commande publique qui sera présentée par Gilles Le Châtelier, l'actualité de la fonction publique par Jennifer Riffard, du droit de l'urbanisme par Jean-Marc Petit, du droit immobilier de la construction par Xavier Emmons, du droit de l'environnement par Quentin Untermaier et le droit pénal des collectivités par Sylvie Ledamani. Donc, première thématique, sans plus tarder, sur le droit institutionnel et le droit de l'intercommunalité. Ici, une décision fondamentale qui est intervenue par le Conseil d'État le 26 mai 2026 concernant la compétence des collectivités territoriales en matière d'énergie renouvelable et la question du transfert de ces compétences à une intercommunalité. Ici, la question qui se posait, c'est de savoir, parce que vous avez en matière d'énergie renouvelable deux typologies de compétences, une compétence en matière de production d'énergie renouvelable, qui est la possibilité, la compétence pour aménager ou exploiter ou faire aménager et faire exploiter sur son territoire des installations de production d'énergie renouvelable prévues à l'article L 2224-32 du CGCT. Ça, c'est une première compétence. Et une autre compétence qui est celle relative à la prise de participation de capital dans des sociétés de production d'énergie renouvelable prévues à l'article L 2253-1 du CGCT. Donc, il y avait deux dispositions du CGCT qui prévoyaient ces modalités de participation. La question qui se posait, c'est est-ce que ces deux compétences étaient liées, c'est-à-dire que pour pouvoir prendre des participations dans le capital d'une société, il fallait disposer de la compétence en matière d'aménagement et d'exploitation
d'unités de production d'énergie renouvelable, ou est-ce que c'était deux compétences distinctes et indépendantes l'une de l'autre? Ici, le Conseil d'État considère que ces deux compétences sont distinctes et autonomes et peuvent être transférées de manière indépendante à un groupement de collectivités territoriales. Donc, en matière d'énergie renouvelable, on a désormais deux compétences distinctes, indépendantes, autonomes. La première, qui est celle que je vous évoquais en matière d'aménagement ou d'exploitation par la commune elle-même en régie, ou pour son compte, dans le cadre d'une délégation de service public à un prestataire extérieur, pour exploiter sur son territoire certaines installations de production d'énergie dès lors qu'elles permettent des économies d'énergie ou une réduction de la pollution atmosphérique. C'est l'article L 2224-32 du CGCT qui est prévu en la matière. Vous savez, c'est les installations de production d'énergie renouvelable qui utilisent l'énergie des déchets ménagers assimilés ou de la cogénération d'énergie. Ça, donc c'est cette première compétence autonome. Deuxième compétence autonome qui est la prise de participation au capital de sociétés de production d'énergie renouvelable. Vous savez, la possibilité, normalement, une collectivité ne peut pas prendre des participations dans le cadre de sociétés commerciales, sauf qui n'exploitent pas un service public ou une activité d'intérêt général, sauf si vous avez une disposition légale qui le permette. Ici, c'est cette deuxième compétence qui est une dérogation à cette interdiction pour les collectivités de prise de participation au capital de sociétés commerciales. L'État a admis qu'on peut le faire pour les SA et les SAS de production d'énergie renouvelable. Et donc, cette compétence-là, le Conseil d'État considère que c'est une compétence autonome, indépendante de la première. Sur la base de cette analyse, dans la situation d'espèce, le Conseil d'État considère que ces deux compétences ont été transférées dans leur intégralité à un syndicat par la commune, puisque la commune avait transféré dans son intégralité la compétence en matière de production, d'exploitation, de production, d'unités de production d'énergie renouvelable, prévue au 2124-32, mais également que, eu égard à la rédaction de l'article 4 des statuts du syndicat, qui prévoyait que le syndicat était autorisé à prendre des participations dans des sociétés commerciales dans les conditions prévues au 2253.1 du CGCT, que la commune avait également transféré au syndicat cette deuxième compétence dans son intégralité. Donc le Conseil d'État considère en l'espèce que ces deux compétences, certes indépendantes, ont été toutes les deux transférées dans leur intégralité au syndicat d'énergie. Donc, en application du principe, vous savez, d'exclusivité du transfert de compétences, la commune n'était plus compétente pour participer au sein d'une SA d'ENR. Donc, la délibération de la commune qui envisageait la prise de participation dans cette SA d'ENR était entachée d'irrégularité pour méconnaissance du principe d'exclusivité. Cette décision a plusieurs portées et a des impacts assez importants en pratique, notamment parce que vous avez un certain nombre de sociétés d'ENR, de SA d'ENR, ou pour lesquelles vous aviez un co-actionnariat d'un EPCI et de sa collectivité, de ses collectivités membres. Donc, la première portée de cette décision, c'est que seule la compétence prévue au 2253.1 alinéa 3 permet de participer au capital d'une société anonyme ou d'une SAS d'ENR. Autrement dit, la compétence en matière d'exploitation d'une unité de production d'énergie renouvelable, prévue au 2224-32 du CGCT, elle ne permet pas, en tant que telle, de prendre des participations au sein d'une SA d'ENR. Pourquoi? Parce que l'interdiction de prise de participation au capital d'une société commerciale, qui est prévue au 2253-1 du CGCT, la dérogation à cette interdiction a été constituée en compétence autonome par le Conseil d'État. Donc, la règle prévue, la compétence en matière d'exploitation d'unités de production d'énergie renouvelable ne peut pas permettre d'adhérer en tant que telle à une SA d'ENR. Ça, c'est le premier élément, le premier rapport. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas envisager un coactionnariat au sein d'une SA d'ENR
d'un EPCI qui aurait la compétence prévue à l'article L 2224-32 du CGCT en matière de production, d'exploitation d'unités de production d'ENR, et une commune qui aurait conservé sa compétence en matière d'actionnariat auprès d'une SA d'ENR. Donc ça, c'est le premier rapport. Ce coactionnariat-là n'est pas possible. Deuxième apport, c'est qu'un EPCI et ses communes membres ne peuvent plus être coactionnaires d'une SA ou d'une SAS d'ENR, si on considère que la compétence en matière d'actionnariat prévue au 2253.1 ne peut être transférée que dans son intégralité à l'intercommunalité. Donc, c'est soit les communes la conservent, soit l'intercommunalité en bénéficie dans son intégralité. À notre sens, la seule piste de sortie qui peut permettre un coactionnariat en l'état de cette jurisprudence entre la commune et le PCI, c'est de considérer que cette compétence en matière d'actionnariat de société d'ENR, prévue à l'article 2253-1, peut constituer une compétence sécable, c'est-à-dire qui peut n'être transférée qu'en partie à l'intercommunalité. Nous pensons que cette compétence peut constituer une compétence sécable et que lorsqu'on lit de manière un peu fine les conclusions du rapporteur public rendu sur cette décision, je pense qu'on peut considérer que tel puisse être le cas. Donc, ici, dans la mesure où cette compétence serait sécable, on pourrait envisager que la commune ne transfère à l'EPCI concerné auquel elle adhère qu'une partie de cette compétence liée à la prise de participation au sein d'une société anonyme dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable, que la commune conserve sa compétence en tant que prise de participation au sein d'une SA dont l'objet est la production, par exemple, d'hydrogène renouvelable. Vous avez une SA dont l'objet social est à la fois la production d'énergie renouvelable et d'hydrogène renouvelable. Dans ce cadre-là, tant le PCI que la commune pourraient être coactionnaires d'une telle société. Mais c'est la seule piste que l'on pourrait envisager pour permettre de maintenir ce coactionnariat entre une commune et un EPCI auquel elle adhère. Donc, ça implique d'avoir une rédaction particulièrement habile des statuts de l'EPCI, mais également de l'objet social des SA d'ENR pour permettre de continuer ce coactionnariat. Mais dans des hypothèses où vous aviez une SA d'ENR dont l'objet était très limité, où on ne pourrait pas envisager un tel partage de compétences, on se retrouve face à une impasse. Et donc, est-ce que, suite à cette décision, l'un des deux, celui qui n'a perdu sa compétence, n'est pas contraint de devoir céder ses actions à l'autre collectivité? Là-dessus, donc notre conseil, c'est d'envisager rapidement une telle évolution statutaire et d'envisager des pistes de sortie et de suivre l'actualité législative, puisque là-dessus, on a un certain lobbying de législatif qui s'est opéré. Donc, dans le cadre de la loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, qui a été adoptée en première lecture au Sénat le 24 juin dernier, il est prévu un amendement à l'article L 2253-1 du CGCT pour permettre explicitement de par la loi le coactionnariat des communes et de l'EPCI auxquelles elles adhèrent au sein des SA d'ENR. Est-ce que cet article sera maintenu dans le texte définitif? À voir la position de l'Assemblée nationale. Juste précisons que là-dessus, on a déjà eu 2 tentatives qui ont été opérées lors de la loi du 10 mars 23 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, mais également lors du débat en cours sur la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans les secteurs économiques de l'énergie. Et à chaque fois, dans ces 2 cas où il a été envisagé ce coactionnariat commune EPCI, le législateur, l'Assemblée nationale, l'a toujours refusé. Donc, affaire à suivre en la matière. 2 dernières décisions très rapides, puisque le temps file à grande allure. Première décision intéressante du Conseil d'État du 17 avril 2026 en matière de GEMAPI et sur la mise à disposition des digues de l'État auprès des collectivités. Pour rappel, vous savez que la compétence GEMAPI a été transférée de plein droit aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018 et elle s'est accompagnée, de par la loi, d'une mise à disposition gratuite des collectivités
des digues qui appartenaient à l'État, avec une période transitoire où l'État pouvait continuer de poursuivre la gestion des digues pendant un délai de 10 ans, soit jusqu'au 28 janvier 24. On a un décret du 21 novembre 23 pris pour l'application de la loi qui permettait au préfet de constater par arrêté si la convention prévue par la loi dans le cadre de cette mise à disposition n'avait pas été signée entre l'État et la collectivité territoriale compétente, la collectivité gémapienne, la mise à disposition gratuite des digues au profit de cette dernière à compter du 1er janvier 2024 et la substitution de plein droit de la collectivité à l'État pour l'ensemble des droits et obligations nés des contrats et marchés publics qui ont pu être conclus par l'État pour la gestion des ouvrages. Les collectivités, certaines collectivités contestaient la régularité du décret, arguant de la méconnaissance de la libre administration des collectivités devant le Conseil d'État, qui celui-ci considère que la mise à disposition des digues est la conséquence du transfert de compétences. Elle n'est pas subordonnée à l'accord des collectivités concernées et ne saurait ainsi dépendre de la signature d'une convention. Une telle convention qui se borne à constater les modalités de mise en œuvre, de mise à disposition, qui est intervenue depuis le 29 janvier 24. Et donc, l'arrêté préfectoral, ainsi, ne fait que constater la situation existante et le contenu de la convention dans ce cadre-là. Dernière décision, intéressante également, surprenante, position du Conseil d'État du 30 janvier 26 en matière de possibilité de figurer sur plusieurs listes pour l'élection des adjoints au maire. Contrairement à la position qui avait été retenue par le Théâtre Bastia, le Conseil d'État considère qu'il n'y a aucune disposition qui ne proscrit la possibilité d'être candidat sur 2 listes d'adjoints à l'élection du conseil municipal. Le Conseil d'État avait déjà, lorsqu'il n'était pas interdit, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdisait de figurer sur plusieurs listes à l'élection du conseil municipal, avait déjà considéré que dès lors que cette candidature sur 2 listes différentes n'avait pas pour conséquence de semer le trouble dans l'esprit des électeurs, c'était possible. Donc là, le Conseil d'État adopte une position similaire en considérant qu'un candidat peut être sur 2 listes d'adjoints et s'il est élu, comme on a un scrutin majoritaire, il sera élu adjoint sur la liste concernée. Sauf à ce que cela ait constitué une manœuvre ou à perturber la libre expression des votes. Donc, il faut regarder au cas par cas ce qu'il en est. À notre sens, cette position n'est possible qu'en cas de scrutin majoritaire. En cas de scrutin proportionnel, je pense que cette position ne serait pas tenable. Voilà sur l'actualité institutionnelle. Je passe la parole à Gilles. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc pour cette piqûre de rappel des décisions importantes intervenues au cours du premier semestre en matière de commande publique. Alors, 4 décisions au menu aujourd'hui et une fois n'est pas coutume, on va commencer par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 janvier 2026 qui est une très bonne, je dirais, un très bon rappel de la manière dont le juge pénal envisage le délit de favoritisme. Alors, l'affaire qui avait donné lieu à l'arrêt de la chambre criminelle est une affaire, je dirais, assez simple. C'est un marché public passé par une chambre de commerce et d'industrie dont le directeur général n'avait rien trouvé de mieux à faire que d'échanger avec une entreprise candidate pour finir par adapter le cahier des charges de la consultation aux moyens financiers de l'entreprise considérée. Donc, on le voit bien, une pratique complètement contraire aux règles de la commande publique. Et au-delà de l'affaire particulière, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence en matière de délit de favoritisme. Et je crois que c'était important de faire figurer cette décision dans ces rappels de jurisprudence pour toujours bien attirer l'attention des praticiens de la commande publique sur la position très dure ou très ferme, en tout cas, de la Cour de cassation sur ces sujets. D'abord, la Chambre criminelle rappelle que le délit de favoritisme est constitué dès lors qu'il y a une violation directe des règles du Code de la commande publique, avec une infraction qui, je vous le rappelle, dans la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, est une infraction
objective, dès lors que, pour rappeler les termes employés par la jurisprudence, l'auteur de cette infraction ne pouvait pas ignorer la règle qu'il a méconnue et qu'il a agi en toute connaissance de cause. Donc ça, c'est un point important. Je rappelle que c'est aussi un point qui peut parfois servir en défense, c'est-à-dire les situations dans lesquelles on pourrait invoquer devant le juge pénal le fait que… Bonjour à toutes et à tous. Alors, avec ce petit souci technique, on a inversé les ordres de présentation. Je vais donc, à brûle-pourpoint, enchaîner sur la partie et l'actualité consacrée au droit de l'environnement. Alors, au cours de ce premier semestre, il faut signaler une loi intéressante, la loi du 26 mai 2026, de simplification de la vie économique, dite SVE, qui n'intéresse pas que les entreprises, mais également les collectivités et leurs groupements, notamment ceux qui portent des projets susceptibles de donner lieu à des mesures de compensation écologique. Vous le savez, les projets, publics comme privés, qui portent atteinte à la biodiversité, doivent donner lieu à des mesures de compensation écologique. Le régime juridique de ces mesures de compensation, qui est assez strict, est issu de la loi biodiversité de 2016 et codifié aux articles L163-1 et suivants du Code de l'environnement. La loi SVE va tenter d'assouplir les conditions de mise en œuvre des mesures compensatoires en modifiant cet article L163-1 du Code de l'environnement. Donc, vous avez les deux versions sur cette slide. La version donc antérieure à la loi SVE, qui prévoit, qui fixe un principe de mise en œuvre préalable des mesures de compensation. Les mesures compensatoires doivent se traduire par une obligation de résultat et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Or, pour être effectives pendant toute la durée des atteintes, les mesures compensatoires doivent être mises en œuvre avant le commencement des travaux. Et c'est ça qui peut poser un certain nombre de difficultés à des maîtres d'ouvrage publics comme privés, car il est parfois difficile, pour des raisons techniques, de disponibilité du foncier ou de difficultés à mettre en œuvre d'un point de vue technique les mesures compensatoires, il est parfois difficile de réunir ces conditions, et donc ça peut entraîner un retard dans le démarrage et le commencement des travaux. Vous voyez en dessous la nouvelle version de cet article issu de la loi SVE qui va tenter d'atténuer cette règle en permettant, sous certaines conditions, de mettre en œuvre les mesures compensatoires après le commencement des travaux. Donc cette nouvelle disposition qui prévoit que, bon, il y a toujours cette règle qui précise que les mesures compensatoires doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes, ou, et c'est là l'apport de la loi SVE, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, pertinent d'un point de vue écologique et indiqué dans l'arrêté d'autorisation environnementale du projet, en visant à l'expiration de ce délai, le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. Dans la slide qui suit, vous avez un schéma un peu explicatif de ce nouveau dispositif, de ce qu'offre la loi SVE comme assouplissement dans la mise en œuvre des mesures compensatoires, avec cette nouvelle notion qui est introduite par la loi de pertes nettes intermédiaires. Alors, les pertes nettes intermédiaires, ce sont alors des pertes temporaires non définitives qui correspondent aux pertes induites, vous le voyez sur le schéma, entre le début des atteintes liées au commencement des travaux et la mise en œuvre des mesures de compensation. Donc, on voit ici que, si vous reprenez le schéma, les travaux peuvent commencer alors que les mesures de compensation n'ont pas encore été mises en œuvre, mais ça supposera de compenser les atteintes liées notamment aux pertes nettes intermédiaires qui devront être compensées dans un délai raisonnable. Voilà. Dans la slide qui suit, on va s'intéresser maintenant aux conditions
pour débuter les travaux avant la mise en œuvre des mesures de compensation. Parce que, évidemment, comme on porte atteinte quelque part au principe de compensation préalable, des atteintes préalables au commencement des travaux, cette possibilité de commencement des travaux de façon anticipée n'est prévue que sous réserve de remplir et de respecter des conditions qui sont relativement strictes. D'abord, le maître d'ouvrage, qui peut donc être une collectivité ou un groupement, doit justifier d'une certaine complexité dans la mise en œuvre des mesures compensatoires ou au regard des délais nécessaires à leur mise en œuvre. Ça veut dire potentiellement une difficulté liée au foncier disponible, ou encore une difficulté technique liée à la mise en œuvre de certaines mesures de compensation. On sait que, par exemple, dans le cadre de la compensation de zones humides, il y a parfois des difficultés à mettre en œuvre les mesures compensatoires de façon assez rapide. Deuxième condition, les mesures compensatoires devront compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable. Voilà. Donc, on ne peut pas reporter indéfiniment la compensation de ces pertes nettes intermédiaires, et il faut donc les compenser dans un délai raisonnable qui doit être pertinent d'un point de vue écologique. Alors, pertinent d'un point de vue écologique, on comprend que on ne peut pas reporter de façon trop importante la compensation de certaines atteintes parce que, d'un point de vue écologique, ça finirait par n'avoir plus de sens et ça pourrait générer des atteintes supplémentaires à la biodiversité. Notez aussi que le texte prévoit que ce délai raisonnable doit être fixé par l'arrêté d'autorisation environnementale du projet. Ça signifie que le dossier de demande d'autorisation environnementale doit à la fois justifier de la complexité dans la mise en œuvre des mesures compensatoires et l'arrêté d'autorisation environnementale devra fixer un délai. Il faut un délai express pour compenser les pertes nettes intermédiaires, et si ce délai n'est pas respecté, eh bien, le maître d'ouvrage encourra les sanctions administratives qui sont potentiellement prises par l'autorité administrative, à savoir le préfet. Et enfin, obligation, à l'expiration de ce délai raisonnable, eh bien, d'avoir un certain nombre de résultats et donc de viser une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. Voilà, alors c'est là, oui, très bien. Alors, autres observations par rapport à la loi SVE et aux mesures de compensation écologique. La suppression de cette notion d'obligation de résultat qui a disparu du texte de l'article L163-1 du Code de l'environnement. Alors, cette obligation de résultat, les juristes ne la trouvaient pas très adaptée, notamment parce qu'elle renvoyait à la notion qu'on connaît bien en droit civil d'obligation de résultat dans le droit des contrats, notamment, alors qu'ici, l'objectif, c'était plutôt de parler de l'efficacité et des résultats produits par la mise en œuvre des mesures compensatoires. Donc, on supprime cette notion-là. Pour autant, il n'y a pas d'amoindrissement du régime de protection et du régime des mesures compensatoires, parce que ces mesures compensatoires doivent toujours viser une absence de perte nette et un gain, voire un gain en matière de biodiversité. Un décret est nécessaire pour préciser la notion de délai raisonnable d'un point de vue écologique. Donc, il faudra attendre ce décret pour savoir et avoir des précisions sur ce délai raisonnable. En l'état, le dispositif législatif ne peut pas s'appliquer tel quel. Mais vous l'aurez compris, l'idée de cette nouvelle rédaction, c'est de simplifier la mise en œuvre des mesures compensatoires pour un démarrage plus rapide des travaux, à voir si les maîtres d'ouvrage, publics comme privés, se saisiront de cette opportunité une fois que le décret nécessaire à l'application de la loi aura été adopté.
Je vous signale aussi dans la slide qui suit, slide encore suivante, merci. Voilà, je voulais vous parler, garder un petit peu de temps pour vous parler d'une jurisprudence que j'ai trouvée intéressante et qui intéresse le contenu de l'étude d'impact des projets, et notamment cette notion qui est assez subtile, qui porte sur l'analyse des impacts indirects d'un projet, en l'occurrence, impact indirect d'un projet d'ICPE. Vous savez, l'étude d'impact, c'est un document technique qui est requis lorsque les projets sont susceptibles d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement et qui impose aux maîtres d'ouvrage, publics comme privés, de décrire les incidences de son projet sur l'environnement. Donc, c'est un document qui est très normé, avec un contenu qui est fixé par le Code de l'environnement et qui prévoit toute une série d'items qui doivent figurer dans l'étude d'impact. Parmi ces items, il y a notamment l'obligation pour le maître d'ouvrage de décrire les impacts de son projet sur l'environnement, les impacts directs, on voit bien ce que c'est, mais aussi, et là c'est un peu plus compliqué, les impacts indirects. Voilà. Cet arrêt-là va être l'occasion de préciser ce qu'il faut entendre par impact indirect d'un projet d'ICPE. Rapidement, le rappel des faits, il s'agissait de l'exploitant d'une raffinerie qui a obtenu l'autorisation d'exploiter une bioraffinerie dans le cadre d'un programme de reconversion. Et donc, cette bioraffinerie produit un biocarburant, du biodiesel, à partir d'huile végétale et notamment d'huile de palme. L'autorisation d'exploiter est contestée par des associations de protection de l'environnement devant le tribunal administratif de Marseille. Le tribunal rejette le recours après une procédure de régularisation qui aura conduit le maître d'ouvrage à actualiser son étude d'impact et à réduire son niveau, les quantités d'approvisionnement en huile de palme. Les requérants ne s'en satisfont pas et font appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille qui rejette le recours contre le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Marseille. Les requérants forment un pourvoi devant le Conseil d'État et donc sur la slide suivante, le Conseil d'État va préciser ce qui est attendu en termes d'exigence de contenu de l'étude d'impact par rapport à ces impacts indirects du projet d'ICPE. Le Conseil d'État nous dit que l'étude d'impact doit porter sur les principaux effets indirects de l'installation en cause et notamment ceux produits à l'étranger. Donc, les principaux effets indirects ici sont ceux qui résultent notamment du plan d'approvisionnement en matières premières. Et donc, pour les matières premières qui sont produites à l'étranger, on pense notamment à l'huile de palme qui est produite en Malaisie et en Indonésie, il faut les principales informations qui portent sur la nature de ces matières premières, leur pays de provenance, leur localisation dans ce pays, les quantités utilisées et les modalités de production locale. Donc, obligation, dans une étude d'impact, de s'intéresser aux principaux impacts, effets indirects de l'installation, mais les principaux seulement. Le Conseil d'État précise bien que cette analyse ne porte que sur les principaux impacts indirects et qu'elle doit demeurer proportionnée aux enjeux en cause. Donc, il ne s'agit pas d'avoir ici une analyse de l'ensemble des effets indirects de l'approvisionnement en huile végétale dans les pays de provenance. Le Conseil d'État va donc rejeter l'argument tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en considérant que l'actualisation de l'étude d'impact demandée par le tribunal administratif avait permis de la compléter par des informations portant sur la nature des matières premières utilisées, leur pays de provenance, les quantités, les conditions locales de production. Et c'est intéressant aussi de noter que
le Conseil d'État note le fait que ces informations-là ont été attestées par le recours à un système de certification volontaire, reconnu par la Commission européenne. Donc, l'idée d'avoir un système de certification qui valide le contenu de l'étude d'impact. On sait que l'étude d'impact, elle est rédigée par le maître d'ouvrage du projet. Donc, on peut parfois avoir un doute sur la sincérité des informations qui y figurent. Et bien là, pour le Conseil d'État, le fait que ces informations aient été attestées par un système de certification donne du crédit aux informations qui figurent dans l'étude d'impact. Donc, attention quand un projet est susceptible d'avoir des impacts indirects, et notamment des impacts indirects produits à l'étranger. Ce n'est pas parce que c'est produit à l'étranger qu'il ne faut pas les intégrer dans l'étude d'impact, mais pas de panique non plus, parce qu'il s'agit d'une analyse des principaux impacts indirects, et cette exigence de contenu est appréciée à l'aune d'un principe de proportionnalité qui vient quand même en équilibrer cette position et cette exigence qui incombe au maître d'ouvrage. Alors, du coup, je passe la parole. Alors, on va oui. peut-être, excusez-nous encore Oui. pour cette interruption technique, on va peut-être repartir sur la commande publique avec Gilles Le Châtelier, parce que voilà, ça a été coupé brutalement quasiment au début de son intervention. Donc, si ça on ne voit va, plus, excusez-moi, on ne voit plus les participants. Ah, oui. Il n'y a plus de participants. Si, il n'y a que nous. Ils sont là, il y en a ah bon, parce qu'on ne les voit pas. Il n'y a pas de souci. On ne les voit pas apparaître. D'accord. Ne vous en faites pas, donc je repars sur la commande publique et je laisse la parole à Gilles. Merci Quentin, merci Laurence. Alors, ça s'était coupé quand? Parce que la vraie difficulté, c'est que je ne répète pas des choses que j'aurais déjà présentées. Pas grave, on va reprendre du début, ça sera plus simple. Du début, ok. Alors, voilà. première décision, rebonjour à tout le monde. Première décision, donc l'arrêt de la Cour de cassation, enfin de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 janvier 2026, qui procède à un rappel utile de la conception que le juge pénal se fait du délit de favoritisme. L'effet de l'espèce était assez simple. C'est une chambre de commerce et d'industrie qui lance un marché. Donc, c'est le directeur général de la chambre qui conduit la procédure, et il entretient des liens avec une entreprise, et échangeant avec l'entreprise, il modifie le cahier des charges pour faire en sorte que le cahier des charges soit complètement adapté aux capacités de l'entreprise dont il souhaitait favoriser la candidature. Tout ça donne lieu à une procédure pénale pour délit de favoritisme, et à l'occasion donc de ce litige, la Cour de cassation rappelle un certain nombre de principes. Premier principe, le délit de favoritisme est constitué dès lors qu'il y a la violation directe des règles du Code de la commande publique. C'est, je vous le rappelle, dans la conception de la Cour de cassation, une infraction objective, c'est la méconnaissance d'une de ces règles qui permet de constituer l'infraction, sans pour autant qu'on recherche une intention particulière de favoriser tel ou tel candidat. Pour la Cour de cassation, l'infraction est constituée dès lors que l'auteur ne pouvait pas ignorer la règle qu'il a méconnue et qu'il a agi en toute connaissance de cause. Et cet élément-là est alors c'est d'abord ça aboutit à un champ de l'infraction qui est particulièrement large, mais également c'est un moyen de défense qui peut être utile devant le juge pénal que de venir contester le fait que la règle qui a été méconnue s'imposait avec une évidence telle que l'auteur de l'infraction ne pouvait pas la méconnaître, et donc il y a forcément, on le sait en matière de commande publique, parfois matière à débat sur le point de savoir si par exemple une opération relevait du code de la commande publique ou pas. Enfin, là aussi, vous le savez, en tant que praticien de ce texte, il peut y avoir des appréciations différentes, et il ne faut pas hésiter dans une situation de poursuite pénale à mettre en cause la clarté ou le caractère évident de la règle qui aurait été méconnue. Point également très important,
Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'infraction est également constituée dès lors qu'il y aurait une méconnaissance des principes du Code de la commande publique et pas simplement de ses dispositions législatives ou réglementaires. Principes bien connus, liberté d'accès à la commande publique, égalité entre les candidats. Et là aussi, on peut être poursuivi à ce seul titre. Dernier point important qui peut donner lieu à une procédure de poursuite pour délit de favoritisme, c'est le fait que peu importe que la procédure ait été conduite à son terme ou pas, le fait que, et c'était le cas en l'espèce, la procédure ait été interrompue avant la conclusion du marché, ne suffit pas à exonérer l'acheteur public poursuivi de poursuite. Le fait d'avoir méconnu au cours d'une procédure, même qui n'aurait pas été conduite à son terme, peut être constitutive du délit de favoritisme. Deuxième décision que je souhaitais commenter aujourd'hui, c'est une question qui est un classique en matière d'exécution de marché public, c'est la notion de réclamation. Le Conseil d'État ayant, dans sa décision du 3 mars 2026, Société Cosmos, rappelé une jurisprudence qui est une jurisprudence formaliste de la notion de réclamation au sens du CCAG. Premier point, pour qu'il y ait réclamation au sens du CCAG, il faut que l'entreprise indique les montants demandés et les motifs justifiant ces demandes. Le Conseil d'État a eu l'occasion de le rappeler, les motifs doivent être développés pour chacun des préjudices invoqués. Un préjudice qui ne serait pas motivé ne constitue pas une réclamation au sens du CCAG. Dernier point, la réclamation doit exposer l'existence d'un différend entre l'entreprise et le maître d'ouvrage. Par exemple, un courrier à l'acheteur public qui proposerait différentes solutions pour résoudre un litige n'est pas une réclamation au sens du CCAG. Le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que pour qu'il y ait réclamation, il faut qu'il y ait un différend qui, je cite la décision du 22 novembre 2019, établissement Paris La Défense, différend qui résulte en principe d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Alors, en l'espèce, dans le litige soulevé par la société Cosmos, on était en présence d'une situation dans laquelle l'acheteur public avait envoyé une facture à l'entreprise en estimant que l'entreprise lui devait un certain nombre de sommes au titre de l'exécution du marché, et la société Cosmos avait envoyé une lettre pour contester cette facture et sans reprendre dans cette lettre les bases de calcul de la réclamation. Et la société Cosmos disait, je n'ai pas besoin de rappeler les bases de calcul de la réclamation dès lors que je conteste une lettre de l'acheteur public qui elle-même contient ces bases de calcul. Le Conseil d'État a fait prévaloir une position très formaliste en l'espèce en disant que malgré ces circonstances, pour que la société Cosmos puisse être regardée comme ayant édicté une véritable réclamation, il était indispensable qu'elle indique ces bases de calcul, quand bien même elles auraient été connues de la part de l'acheteur. Alors, cette jurisprudence un peu stricte est finalement tout à fait conforme à la jurisprudence classique du Conseil d'État. Le Conseil d'État avait déjà eu l'occasion de dire dans un arrêt Société Amica du 21 septembre 2021 que ne répondait pas à l'exigence de motivation une demande qui se référait à un document antérieurement transmis au pouvoir adjudicateur. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce que l'acheteur public est au courant des éléments du litige que l'entreprise n'est pas dans l'obligation, dans sa réclamation, de reprendre l'ensemble des bases de calcul et des motifs qui justifient la dite réclamation.
Troisième décision, un petit rappel sur l'application du principe d'impartialité dans le stade de la procédure de passation d'un marché public. Alors, on est dans une affaire qui est une affaire, hein, je dirais, un cas d'école, dans lequel le juge avait estimé qu'il y avait eu violation du principe d'impartialité. C'est la situation dans laquelle un acheteur public conclut un marché avec une entreprise B, étant entendu que la directrice générale de la société A, qui était chargée d'une mission d'AMO, était le conjoint du directeur général de l'entreprise B. Je dirais le conflit d'intérêts, il est absolument évident au sens de l'article L2141-10 du Code de la commande publique. Et donc, cette procédure a donné lieu à un référé précontractuel. Le juge a annulé la procédure, mais l'a refait démarrer au stade de l'analyse des offres. Et la question qui était posée au Conseil d'État dans l'arrêt Société Experis du 3 avril 2026, c'est qu'est-ce qui doit se passer quand on est dans cette situation? C'est-à-dire qu'il y a eu une infraction grave au principe d'impartialité au démarrage de la procédure. Le juge ordonne qu'elle soit reprise au stade de l'analyse des offres. Qu'est-ce que devait faire l'acheteur public? En l'espèce, ce qui s'est passé, c'est que dès lors que le juge était intervenu, il a été mis un terme à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la société A, mais l'acheteur public a repris les mêmes offres, y compris celles qui avaient été déposées par la société B. Le Conseil d'État juge dans la décision du 3 avril 2026 que cette seconde procédure est irrégulière. En effet, la société A connaissait les offres des concurrents de B et a même visité leurs locaux. Donc, quelle était l'égalité entre les différentes offres dès lors que on pouvait suspecter que l'offre déposée par la société B l'avait été en connaissance d'éléments particuliers des offres formées par les autres sociétés concurrentes de la société B, dès lors que, encore une fois, l'AMO de l'acheteur public avait un lien particulier avec la société B. Et le Conseil d'État va plus loin en disant que la seule manière de régulariser la procédure aurait été d'exclure la société B purement et simplement au stade de la reprise de la procédure, au stade de l'analyse des offres. On peut s'interroger sur le point de savoir si un autre moyen aurait été de relancer l'ensemble de la procédure, avec la difficulté que, encore une fois, compte tenu de la manière dont la procédure s'était déroulée, la société B avait une connaissance très précise des offres de ces sociétés concurrentes. Quatrième et dernière décision, on revient sur la fameuse décision du Conseil d'État dont vous avez dû avoir connaissance sur la règle des 3 devis. Donc, c'était une piqûre de rappel, mais elle me semble importante. C'est l'arrêt du Conseil d'État du 17 avril 2026. C'est un marché de travaux après demande de 3 devis pour un contrat dont le montant est situé en dessous des seuils des marchés à procédure adaptée. Question, est-ce que le fait de mettre en œuvre de manière formalisée, j'emploie des guillemets à dessein, une demande de 3 devis, est-ce que du coup, ça ne faisait pas basculer la procédure dans le régime des MAPA, c'est-à-dire des marchés à procédure adaptée? Le Conseil d'État, de manière à mon sens très raisonnable, dit non. Dès lors qu'on est en dessous des seuils de mise en concurrence, une certaine forme de publicité ou de mise en concurrence, telle que cela résulte de la demande de 3 devis, ou telle que ça pourrait résulter d'ailleurs d'autres modalités, n'impose pas le respect des règles applicables à la passation des MAPA. Il n'en va autrement que si l'acheteur a fait référence à certaines de ces règles dans le règlement de la consultation. Là, je vous rappelle qu'on revient à un adage bien connu en droit administratif, selon lequel, dès lore qu'une autorité administrative s'est fixé des règles qui ne lui étaient pas obligatoirement applicables, il n'empêche, elle est tenue par les règles qu'elle s'est elle-même fixées. On ne peut que saluer la décision du Conseil d'État du 17 avril 2026 qui maintient de manière fort opportune une séparation stricte entre les différentes procédures de passation des marchés publics. Dès lors qu'on est en deçà des MAPA,
on reste dans des procédures qui ne sont pas soumises à ces règles, libres aux acheteurs publics, et d'ailleurs le code leur recommande d'organiser une certaine forme de mise en concurrence, mais même quand elles organisent une certaine forme de mise en concurrence, ça n'a pas pour effet de faire basculer ces procédures dans le périmètre des MAPA. Voilà, j'en ai terminé pour les sujets de commande publique, et je crois que c'est Jennifer qui prend la suite. Absolument. Donc, je laisse la parole à Jennifer pour le droit de la commande publique, de la fonction publique, pardon. Et Jennifer, je vous passe les slides. Merci Laurence. Alors, en droit de la fonction publique, on a un certain nombre de jurisprudences intéressantes en ce début d'année. On a essayé de faire une sélection de jurisprudences et de textes. Alors, je commence tout de suite avec les textes. Nous avons 5 décrets qui sont intervenus très récemment, là, le 10 juin, qui permettent enfin de mettre en œuvre la réforme de l'encadrement supérieur, réforme qui entre en vigueur le 1er juillet. Donc, sur ces 5 décrets, à noter notamment une modification de la structuration du cadre d'emploi des administrateurs, de leur grille indiciaire. On a un de ces 5 décrets également qui remplace complètement, qui abroge le décret de 87 sur les emplois fonctionnels et qui le réécrit totalement. Et puis un décret qui vient apporter des nouveautés en termes de régime indemnitaire pour les agents donc détachés sur emploi fonctionnel. Donc décret très intéressant à aller voir qui permettent donc cette réforme qui va intervenir au 1er juillet. Ensuite, un autre décret, 7 mai 2026, simplement pour information, c'est une nouvelle vague de codification de dispositions réglementaires, cette fois-ci sur tout ce qui concerne la formation professionnelle, le télétravail et les réorganisations de services, donc des dispositions qui intègrent le Code général de la fonction publique. Ensuite, on a fait une sélection de jurisprudence ou de textes sur des thématiques spécifiques. Donc, tout d'abord, sur les questions de procédure disciplinaire à l'égard d'agents pour des propos tenus sur des messageries en ligne. Toujours des jurisprudences sur ces sujets-là, mais c'est intéressant de les signaler. La première, c'est la CA de Bordeaux, donc du 26 février. C'était l'hypothèse dans laquelle un agent qui occupait des fonctions d'encadrement dans une collectivité avait créé un groupe WhatsApp avec ses collaborateurs. Et dans ce groupe WhatsApp, on lui reprochait de ne pas avoir créé, de ne pas avoir encadré l'utilisation de ce groupe, et finalement qui servait à échanger aussi bien des messages professionnels que personnels. Et on avait noté que parmi les messages à caractère professionnel qui étaient diffusés via ce groupe WhatsApp, on avait parfois des demandes qui n'étaient pas du tout urgentes et qui étaient adressées aux agents sur des horaires ou sur des journées où ils ne travaillaient pas. Et donc, on a considéré que cette mauvaise gestion par l'encadrant de ce groupe qu'il avait lui-même créé était fautif, et la personne a été sanctionnée à ce titre-là. L'autre décision de la CA de Toulouse, intéressante aussi, dans cette hypothèse-là, c'était tout un tas, une dizaine d'agents, une quinzaine d'agents d'une collectivité qui participaient à une réunion. Certains étaient en distanciel, d'autres en présentiel. Et en fin de réunion, on a assez rapidement l'écran d'un agent qui est diffusé sur le système de visio. Et cet extrait montre un échange qu'il a avec un autre participant sur Teams, sur l'application Teams, où il critique assez durement plusieurs autres agents qui étaient participants à cette réunion. Et ici, il y a 2 sujets. Premièrement, la CA de Toulouse nous dit que cette conversation Teams, qui est une conversation entre 2 personnes, messagerie instantanée, pour autant, les propos qui peuvent être tenus sur cette messagerie-là peuvent caractériser une faute disciplinaire. Et l'autre apport, c'est sur la question de mode de preuve et toujours de cette limite d'avoir une liberté reconnue à l'administration pour prouver les faits fautifs, avec une limite qui est celle de l'obligation de loyauté, c'est-à-dire que l'administration doit toujours obtenir loyalement les preuves qu'elle produit dans le cadre des procédures disciplinaires. Et ici, l'employeur avait dans un premier temps demandé aux agents eux-mêmes de fournir une copie des discussions qu'ils avaient eues et qui avaient été projetées ce jour-là en réunion. Les agents avaient refusé. Et finalement, l'administration avait fait appel à un prestataire pour récupérer ces conversations. Et la Cour de Toulouse nous dit qu'il n'y a pas ici de méconnaissance de l'obligation de loyauté, dès lors que ces messages n'étaient pas identifiés comme confidentiels ou privés et que l'application Teams avait été mise à disposition par la commune au profit de ses agents pour un usage professionnel. Donc voilà, quelques jurisprudences vraiment de cas d'espèce, mais qui peuvent vous intéresser sur ces problématiques-là. Autre thématique qu'on évoque, la rupture conventionnelle. Donc, avant d'évoquer 2 jurisprudences,
la loi effectivement de finances pour 2026 qui a pérennisé le dispositif. On sait que initialement pour les fonctionnaires, le dispositif était seulement expérimental, donc l'expérimentation prenait fin au 31 décembre 2025. On attendait la pérennisation qui était bien annoncée, mais c'est simplement du coup le 19 février par la loi de finances que la pérennisation a été actée du dispositif. Donc ça nous permet de réactiver les procédures de rupture conventionnelle qu'on avait pu initier fin 2025 au début 2026. Et puis, deux jurisprudences là aussi intéressantes. La première sur la question du délai de rétractation. Donc, le décret prévoit que les parties, chaque partie, que ce soit l'agent ou l'administration, peuvent se rétracter de la signature de la rupture conventionnelle dans un délai de 15 jours francs qui court 1 jour franc après la signature de la rupture conventionnelle. Le texte prévoit uniquement que ce délai court à compter de la signature, donc, et le Conseil d'État vient nous préciser que ce délai ne peut courir au-delà de la signature que si les parties ont chacune reçu un exemplaire de la convention signée par les deux parties. S'il n'y a pas de notification finalement à l'agent de la rupture conventionnelle, de la convention signée, ce délai ne peut pas courir. Donc bien penser, une fois que les différentes copies, les différents exemplaires de la convention ont été signés, à bien le notifier à l'agent pour que le délai puisse courir. Et ensuite, d'autres décisions du Conseil d'État du 10 avril 2026 qui nous indiquent que cette convention de rupture conventionnelle, elle peut faire l'objet d'un recours contentieux. Et le débat qui avait été, que le Conseil d'État a tranché dans cette décision, c'était de savoir si on était sur le terrain du plein contentieux, quand on contestait la convention de rupture conventionnelle, ou sur le terrain de l'excès de pouvoir. Et le Conseil d'État a tranché en indiquant qu'on était sur le terrain de l'excès de pouvoir. Voilà, donc ces conventions peuvent faire l'objet d'un contentieux dans le cadre d'un recours en annulation. Autre thématique rapide qu'on évoque, deux jurisprudences intéressantes sur la disponibilité pour raison de santé. Donc, la première décision de la CA de Toulouse, c'était l'hypothèse d'un agent qui avait été maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé sur une période bien plus longue que ce que prévoient les textes. Donc, en application des textes, la durée maximale, c'est 3 voire 4 ans en fonction des situations. Et là, l'agent, il me semble, avait été maintenu en dispo pendant une dizaine d'années. Donc, bien sûr, la CA de Toulouse nous indique que l'administration commet une faute en maintenant l'agent pendant 10 ans en disponibilité d'office, c'est assez évident. Mais néanmoins, la Cour va atténuer la responsabilité de l'administration en tenant compte du comportement de l'agent. Et ici, elle tient compte du fait, d'une part, que l'agent, au cours des premières années de dispo, avait refusé 3 propositions de poste que lui avait faites l'administration. Deuxièmement, que l'agent n'avait pas été moteur finalement, qu'il n'avait jamais présenté de candidature spontanée pour essayer de réintégrer la collectivité et de mettre fin à la dispo. Et enfin, que l'agent s'était un peu réveillé tardivement et qu'il était revenu voir tardivement la collectivité pour demander de régulariser sa situation. Donc ces éléments, malgré la faute évidente de l'administration, ont été pris en compte pour atténuer la responsabilité et du coup diminuer l'indemnisation des préjudices dus à l'agent. La deuxième décision, intéressante aussi parce que sur ce point-là, on avait un peu une incertitude. On avait une jurisprudence d'ailleurs contraire de 2010. C'est l'hypothèse dans laquelle vous avez un agent qui a épuisé ses droits à congé maladie, donc peu importe la nature du congé, mais il est arrivé à l'expiration de ses droits et à l'expiration de ses droits, l'instance médicale compétente vous indique que l'agent est inapte totalement et définitivement à toute fonction. Donc la question qu'on pouvait se poser à ce moment-là, c'est est-ce que l'administration est tenue sans délai d'engager une procédure de retraite pour invalidité ou est-ce qu'elle peut maintenir l'agent en disponibilité d'office? Cette décision de 2010, commune de Bagneux du Conseil d'État, avait tranché en nous indiquant que l'administration devait, sans délai, rapidement, engager une procédure de retraite pour invalidité. Et à l'inverse, le Conseil d'État, dans cette décision du 3 mars, en se basant sur les dispositions du décret de 87, sur les textes, nous dit qu'il n'y a aucune interdiction faite à l'administration de maintenir l'agent en dispo dans la limite de la durée maximale de 3 ou 4 ans et d'engager la procédure d'admission à la retraite qu'à l'issue de cette période de disponibilité d'office. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on avait vraiment, pour moi, un sujet sur ce point, une incertitude sur les règles à respecter. Autre slide sur les thématiques évoquées. Donc, on a terminé les thématiques particulières. Maintenant, 3 jurisprudences sur des sujets divers. La première de la CA de Paris qui n'apporte pas, je vous le dis tout de suite, de nouveautés ou voilà, il n'y a pas de revirement de jurisprudence, mais en cette année d'élection, c'est important de le rappeler. C'est une décision dans laquelle la CA devait se prononcer sur la légalité d'une décharge de fonction prononcée à l'égard d'un agent titulaire d'un emploi fonctionnel sur une période très courte qui suivait les élections et le renouvellement donc, de la municipalité. Comme souvent dans cette affaire,
le motif pour justifier la perte de confiance qui avait été invoqué était le fait que l'intéressé avait été recruté par la précédente équipe, qui était un opposant politique de la nouvelle équipe, et que donc cet élément-là justifiait la perte de confiance. Eh bien, de façon constante, la CA de Paris reprend la jurisprudence administrative traditionnelle en indiquant que ce motif-là n'est pas suffisant. Donc, ce n'est pas une nouveauté encore une fois, mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Si vous envisagez aujourd'hui de mettre en œuvre des procédures de décharge de fonction, attention, le simple fait que votre DGS, votre DGA avait été recruté par une municipalité différente qui n'était pas dans la même lignée politique que vous ne permet pas, ne justifie pas simplement ce motif-là d'établir une perte de confiance et de prendre la décision en pleine légalité. Autre décision ici, le jugement du TA de Rouen, c'est l'hypothèse d'un agent qui est en astreinte, donc qui est à son domicile en astreinte. Il est appelé pour une intervention et au moment de partir de chez lui, il a un accident, il fait une chute et il déclare cet accident. Il demande la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident à la collectivité. La collectivité refuse et le TA de Rouen, dans son jugement, nous indique deux choses. D'une part, on n'est pas ici sur un accident de trajet, parce qu'au moment où l'agent a son accident, il est à son domicile, mais néanmoins, dans la mesure où l'agent était dans cette situation particulière d'astreinte et qu'il venait d'être appelé pour intervenir, le TA de Rouen nous indique que l'agent doit être considéré, même s'il est chez lui, comme étant sur son lieu de travail, et que donc l'accident qui survient à ce moment-là sur son lieu de travail, alors qu'il vient d'être appelé et donc qu'il est sur son temps de travail, est un accident du travail que l'administration doit prendre en charge. Dernière décision de la CA de Marseille. Alors, pour le coup, c'est une décision qui me semble très intéressante, peut-être la plus intéressante de celle que je viens de vous présenter. Et c'est une question qu'on se pose régulièrement, c'est celle d'un agent qui a été victime d'un accident ou d'une maladie, qu'on a reconnu, qui est placé en CITIS, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Et cet agent-là, pour des motifs qui n'ont du coup rien à voir avec son état de santé, la collectivité souhaiterait mettre fin à ses fonctions. Soit qu'elle avait déjà engagé une procédure avant qu'il soit placé en CITIS, soit qu'elle décide pendant le CITIS d'engager une procédure, que ce soit une procédure d'insuffisance professionnelle ou une procédure disciplinaire. Et la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que le placement en CITIS fait obstacle à ce qu'on mette fin à l'engagement de l'agent, qu'on le radie des cadres. Et dans cette décision, la CA de Marseille nous indique que finalement, le bénéfice du CITIS, il est conditionné au fait que l'agent soit en position d'activité, qu'à partir du moment où je prends une décision de radiation des cadres, dans cette affaire-là qui découlait de la décision de mettre fin au stage d'un agent pour insuffisance professionnelle, eh bien, l'agent n'est plus en activité et donc le CITIS prend fin. L'agent ne pourra pas se prévaloir de son CITIS pour exiger à être maintenu en activité et à continuer à bénéficier de sa rémunération en application des dispositions statutaires. Donc voilà pour les quelques jurisprudences qu'on a pu vous sélectionner, qui nous paraissaient intéressantes. Et maintenant, je laisse la parole, il me semble, à Xavier. À Jean-Marc, je crois, pour la partie droit de l'urbanisme. C'est ça, merci, bonjour à tous. Quelques petites actualités en matière d'urbanisme donc. Première actualité, ce qu'il ne fallait pas rater surtout, c'est l'application de la loi du 26 novembre 2025, l'entrée en vigueur de la loi simplification du droit de l'urbanisme et du logement pour ce qui concerne les procédures SCOT et PLU. Donc, je rappelle que les nouvelles procédures depuis le 27 mai 2026 peuvent profiter des largesses qui ont été données par la loi simplification. Je les rappelle parce qu'elles sont importantes. C'est la possibilité, par exemple, de faire des simples procédures de modification pour supprimer des EBC, pour réduire les zones naturelles ou agricoles, pourvu qu'on ne touche pas au PADD, et qui avant relevait d'une révision, procédure beaucoup plus longue. Et puis, quand une procédure de modification est engagée, c'est la possibilité de faire seulement une consultation du public sans commissaire enquêteur, alors que précédemment, les modifications étaient souvent des modifications avec enquête publique. Donc, profitez de ces nouvelles possibilités. Deuxième nouveauté, qui nous vient de la loi simplification de la vie économique, 26 mai 2026. Quelques apports en droit de l'urbanisme. Un premier apport qui est important, c'est l'introduction de nouveaux cas de dérogation aux règles du PLU. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de cet urbanisme dérogatoire qui s'est fortement développé, notamment avec la loi simplification. Et bien là, la loi SV en rajoute la possibilité de déroger aux règles de hauteur et d'aspect extérieur pour des équipements ENR
en toiture, ou des équipements de réseau de chaleur ou de froid efficaces, et la possibilité aussi d'y déroger pour installer des revêtements réflectifs en toiture. Le tout, je ne l'ai pas signalé dans cette slide, mais c'est sous réserve quand même de ne pas être dans un secteur protégé, notamment les périmètres ABF. Deuxième apport, c'est la possibilité pour les PLU d'élargir le champ des dérogations à ces règles lorsque les constructions font preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale. Désormais, ce n'était pas d'une clarté limpide avant, mais désormais, ces dérogations peuvent être prévues pour les règles de hauteur et d'emprise au sol, alors qu'avant on parlait de gabarit, une notion ambiguë. Mais en tout cas, c'est une nouvelle possibilité pour les PLU de déroger aux règles qu'ils prévoient eux-mêmes. Et puis, vous avez des projets de texte qui ont été diffusés dans ce premier semestre. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc des projets de texte qui sont parus en ce début d'année, en ce milieu d'année, et qui sont à surveiller. Vous avez ce projet de décret qui a été quand même assez largement commenté, qui concerne diverses modifications relatives aux autorisations d'urbanisme, et vous trouvez dans ce projet de décret donc, qui a été mis à la consultation jusqu'en mai dernier, vous avez quelques modifications attendues particulièrement, notamment pour l'instruction des permis en cas de division primaire, et relative aussi au champ d'application des permis d'aménager lotissement sans travaux. On attend impatiemment ce décret qui devrait être publié avant la fin de cette année. Ce ne sera sans doute pas le cas de cette loi qui vient de faire l'objet d'un projet de loi récemment déposé, projet de loi présenté au Conseil des ministres le 24 juin, visant la relance et la décentralisation du logement, qui prévoit des mesures importantes en matière d'urbanisme, notamment, là aussi on est dans le prolongement de cet urbanisme dérogatoire, la possibilité d'instaurer avec l'accord du préfet des opérations d'intérêt local bénéficiant de dispositions dérogatoires, et puis une habilitation au gouvernement de procéder par voie d'ordonnance pour simplifier les procédures de mise en compatibilité des documents d'urbanisme lorsqu'il s'agit de projets d'intérêt général. Les praticiens le savent, le dispositif actuel est très compliqué et difficile à appliquer, et donc des ordonnances devraient être prises après la publication de cette loi, mais qui interviendra probablement en 2027. 3 décisions de jurisprudence importantes en février et mars 2026, dont une dans un de nos dossiers. Le Conseil d'État revient sur sa jurisprudence dite Lagariguette, dont nous avions eu l'occasion de parler une des séances précédentes. Vous savez, c'est cet arrêt de Conseil d'État de 2022 qui subordonne la cristallisation des règles d'urbanisme en lotissement à la mise en œuvre effective du permis d'aménager ou de la déclaration préalable, mise en œuvre effective de cette autorisation qui, selon la rédaction de l'arrêt de 2022 Lagariguette, prenait la forme d'une vente définitive d'un des lots du lotissement. Cette jurisprudence Lagariguette a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les opérateurs, et une des applications de cette jurisprudence a été de dire que seul un transfert définitif de propriété pouvait constituer la mise en œuvre de l'autorisation de lotir, et donc faisait obstacle à ce que des compromis ou des promesses de vente avec conditions suspensives soient assimilés à des transferts de propriété et à la mise en œuvre de l'autorisation. Eh bien, par ces arrêts de février et de mars, le Conseil d'État confirme le principe de la jurisprudence Lagariguette, ça c'est très important. Le bénéfice de la cristallisation des règles d'urbanisme est toujours lié à la mise en œuvre de l'autorisation et à la nécessité d'avoir à terme au moins un transfert de propriété ou de jouissance, mais le Conseil d'État tempère et considère qu'un compromis avec une promesse de vente, un compromis avec une condition suspensive de la délivrance du permis est la mise en œuvre de l'autorisation de lotir, et donc
permet de bénéficier de la cristallisation. Cette jurisprudence soulève beaucoup de questions. Une des questions que l'on voit pour les collectivités, c'est les pouvoirs de vérification que le service instructeur a sur l'éventualité d'une promesse de vente, sur l'existence d'une promesse de vente avec conditions suspensives, et puis des questions pratiques de type « et si la condition suspensive de la promesse est défaillante, que devient mon autorisation? Puis-je la transférer à quelqu'un d'autre ?» etc. etc. Nul doute que nous reparlerons des suites de cette jurisprudence Lagarriette lors de notre prochaine séance. Deuxième arrêt important, slide suivante s'il vous plaît. Elle concerne une hypothèse assez fréquente en pratique qui est celle d'une demande de permis de construire qui est formulée pour obtenir le permis de construire, mais aussi pour le permis de démolir. Donc, demande unique, permis de démolir, permis de construire. Cet arrêt cet avis du 30 mars 2026 fournit, nous donne des principes importants et nous fournit au service instructeur une grille d'utilisation de cette demande. La question posée était assez simple. Quand cette demande donc unique est présentée et qu'il y a une difficulté, par exemple, pour la demande de permis de démolir, quel sort doit-on réserver à la demande de permis de construire? Si la demande est unique, le Conseil d'État considère quand même que les permis de construire et les permis de démolir constituent des actes distincts qui ont des effets propres, et il considère donc que si l'administration est saisie d'une demande unique, mais entend refuser l'autorisation de démolir, par exemple en site inscrit lorsqu'il y a une opposition de l'ABF, elle ne peut pas légalement se fonder sur ce seul motif pour rejeter la demande dans son ensemble. Pratiquement, c'est important. Jusqu'à présent, beaucoup de collectivités invoquaient l'impossibilité de délivrer le permis de démolir pour refuser le permis de construire. Désormais, avec cet avis, ce ne sera plus le cas. Ce n'est pas parce que le refus de la demande de permis de démolir s'impose que le refus de permis de construire s'impose. Au contraire, il appartient à la collectivité de statuer sur la demande de permis de construire. Et donc, on peut avoir des cas, on doit avoir des cas, lorsque, par exemple, à la suite d'un avis défavorable de l'ABF en site inscrit, on doit refuser le permis de démolir, mais pour autant, on doit accorder le permis de construire s'il n'y a aucun obstacle à la délivrance de ce permis. Donc, les implications pour les services instructeurs, bien mesurer la portée du ou des avis de l'ABF, ce qui n'est pas toujours facile compte tenu de la rédaction de ces avis, les praticiens le savent, et puis mentionner si le permis est délivré alors que le permis de démolir est refusé, que la mise en œuvre des travaux de démolition sera subordonnée à la délivrance du permis de démolir. Troisième et dernière décision qui intéresse, on parle un petit peu d'argent, l'estimation de la valeur des terrains préemptés ou expropriés et la notion que, là aussi, les praticiens en matière de foncier connaissent bien, la notion la qualification de terrain à bâtir. Vous savez que cette qualification de terrain à bâtir est une notion clé en matière de préemption et d'expropriation et est prise en compte logiquement pour l'estimation des terrains. Cette notion de terrain à bâtir correspond dans le Code de l'expropriation à des terrains qui sont situés à la fois dans un secteur désigné constructible par un PLU, zone U ou AU, et effectivement desservis par une voie d'accès et les réseaux. La particularité, et c'est là que cet arrêt est important, c'est lorsque ce terrain est intégré dans une zone pour laquelle est prévue la nécessité d'une opération d'aménagement d'ensemble. Et dans ce cas-là, le Code de l'expropriation est assez simple. Lorsque les terrains sont situés dans une zone désignée par un PLU comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, cette dimension des voies et réseaux doit être appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Eh bien, en pratique, nous avons eu beaucoup de difficultés devant le juge de l'expropriation lorsque nous sommes du côté des expropriants, pour démontrer l'existence d'une desserte insuffisante, ce qui fait perdre au terrain la qualification de terrain à bâtir. Eh bien, dans un de nos dossiers, la Cour de cassation a statué dans un sens assez exigeant à l'égard des expropriants. C'est bien aux expropriants eux-mêmes de démontrer que
la desserte du terrain appréciée à l'échelle de la zone n'est pas suffisante pour considérer que le terrain n'est pas un terrain à bâtir. Il faut absolument que les expropriants constituent des dossiers, fassent les études, faisant ressortir que le terrain ne bénéficie pas d'une desserte adaptée à l'échelle de la zone. Et ce n'est qu'à cette condition-là que le terrain ne sera pas qualifié de terrain à bâtir. Si cette preuve n'est pas rapportée, le terrain sera qualifié de terrain à bâtir et sera estimé comme tel. Donc, un arrêt de la Cour de cassation avec de grandes incidences en pratique. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie et je cède la parole à Xavier pour le droit de Xavier. l'immobilier et de la construction. Merci beaucoup, Jean-Marc. Bonjour à tous, merci. Donc, je prends la suite pour le droit de la construction et le droit de l'immobilier. Alors, on vous a sélectionné 4 décisions, je crois, du Conseil d'État. On commence par cette première décision du 16 juin 2026, publiée au recueil Le Bon, que nous connaissons bien, parce que je suis intervenu dans ce dossier pour l'une des parties. Alors, cet arrêt a 2 apports. Il traite 2 questions qui sont intéressantes. Premièrement, la question de l'action indemnitaire contre le maître d'ouvrage par l'entreprise condamnée dans une précédente instance. La question était de savoir si l'entreprise qui est condamnée dans le cadre d'une première instance, une première procédure engagée en responsabilité des constructeurs pour des désordres et qui est condamnée, qui a oublié de faire une action récursoire dans le cadre de cette instance envers le maître d'ouvrage qui aurait commis une faute, peut, une fois que ce procès est passé et les appels passés, engager une nouvelle procédure, retourner devant le juge pour cette fois-ci essayer de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage. Les juges du fond avaient considéré que ce n'était pas possible parce qu'il y avait une sorte de principe de concentration des moyens, que si l'entreprise voulait rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, il aurait dû le faire dans le cadre du premier procès, dans le cadre de la première procédure où était présent ce maître d'ouvrage. Eh bien, le Conseil d'État va dans un sens opposé, puisqu'il nous dit dans cette décision, dans cet arrêt, qu'il est possible pour l'entreprise d'engager une nouvelle procédure à la suite de cette première instance pour rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage. J'ai plus le diaporama. Et je ne sais pas si tout le monde est toujours là. Laurence? Nous, on t'entend, Xavier, mais... Formidable. Mais on n'a plus Laurence. Alors, on va continuer sans diaporama. Tu peux faire veux ça comme ça, sauf que vous me dites qu'il n'y a plus personne. Alors... Non, on est tous là, mais j'ai l'impression qu'on va avoir le même problème technique qui va se reproduire. Bon, attends, oui, ouais. C'est étrange. C'est pas Laurence. Alors, pour le support, il faudrait qu'on te le trouve au moins. Bon, attends, on va essayer. Attends, je vais essayer de retrouver le support pour te le partager. Allez, bon. J'espère qu'il y a tous les participants encore. Oui. Alors, attends, le support, il est dans le dossier de Simon. OK. Est-ce que tu peux faire un partage? Est-ce que tu peux faire un partage? Tu n'as pas la fonction partager. Xavier, je reprends la main. Je vais partager. Merci. Merci Simon. Je n'ai pas la fonction de partage. Alors, 2 options, soit on continue comme ça, soit on se déconnecte et soit on se reconnecte. Laurence est en train d'essayer de se reconnecter. D'accord. OK.
Désolé peut-être pour... continuer sans support et non. Oui, je vais continuer le support. Donc, le deuxième rapport de cette décision du Conseil d'État du 16 juin 2026, vous n'avez pas la diapo sous les yeux, mais ce n'est pas grave. Ça concerne cette fois-ci la notion de la responsabilité de l'État pour mise à disposition de ses services. L'État peut mettre à disposition des collectivités territoriales ses services déconcentrés. Cela peut se faire soit dans le cadre de conventions à titre onéreux, soit de conventions à titre gratuit. Dans la première hypothèse, lorsqu'il s'agit d'une convention à titre onéreux, donc les services déconcentrés de l'État sont mis à disposition d'une collectivité territoriale et il y a une convention à titre onéreux qui est régularisée, eh bien le Conseil d'État considère classiquement, il avait déjà dégagé la solution qu'il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage et que par conséquent, eh bien, il est possible d'aller rechercher la responsabilité de l'État pour les fautes qui auraient été commises par ce service déconcentré. Et cette solution s'applique alors même que la mission a été exécutée sous l'autorité de la collectivité territoriale. Ça, c'était un arrêt du Conseil d'État de 2004. L'apport de cette décision, cela concerne les conventions à titre gratuit. Et pour les conventions à titre gratuit, conventions de mise à disposition des services déconcentrés de l'État, eh bien le Conseil d'État, lui, juge que lorsque la convention a été conclue à titre gratuit, eh bien la collectivité territoriale qui bénéficie de ces services est seule responsable. Elle ne peut pas engager la responsabilité de l'État du fait des fautes commises par le service déconcentré qui a été mis à ses dispositions. Pourquoi? Eh bien parce que dans la mesure où on est face à une convention à titre gratuit, ce n'est pas un contrat de louage d'ouvrage. Voici pour cette première décision. La deuxième décision qui concerne cette fois-ci l'obligation de conseil du maître d'œuvre dans le cadre des opérations de réception et l'imprudence du maître d'ouvrage. Comme vous savez, le maître d'œuvre, votre maître d'œuvre a une obligation d'information dans le cadre des opérations préalables à réception et dans le cadre de la décision qui est prise par le maître d'ouvrage de réceptionner ou pas, ou de réceptionner avec réserve. Vous savez que cette obligation d'information du maître d'œuvre le conduit à vous conseiller de réceptionner avec réserve ou pas. En l'espèce, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de désordres qui affectaient un ensemble de dallages. Et ces désordres, les parties, tant le maître d'œuvre que le maître d'ouvrage, savaient qu'ils étaient évolutifs. Et le maître d'ouvrage a quand même décidé de réceptionner les ouvrages parce que le maître d'œuvre lui a conseillé de le faire et lui a dit qu'on pouvait réparer les dallages, les désordres existants sur les dallages, et puis on verrait plus tard pour le reste des désordres qui pourraient évoluer par la suite. Dans un premier temps, eh bien, les juges du fond ont considéré que le maître d'ouvrage avait commis une imprudence particulièrement grave parce qu'il savait que les désordres étaient évolutifs et qu'il a par conséquent réceptionné en connaissance de cause et qu'il ne peut pas aller rechercher la responsabilité du maître d'œuvre. Le Conseil d'État, lui, décide autrement, puisqu'il nous dit que la responsabilité du maître d'œuvre peut être recherchée, mais attention, il conclut un partage de responsabilité moitié-moitié, 50-50, entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Donc là, conseil classique, pratique, pardon, il ne suffit pas de dire que j'ai suivi le conseil de maître d'œuvre pour se dégager de toute responsabilité. Si le maître d'ouvrage a la connaissance d'un élément d'information important, eh bien, il doit agir en connaissance de cause et pas forcément écouter les conseils du maître d'œuvre parce qu'il peut voir sa responsabilité engagée, notamment lorsqu'il sait que les dommages sont évolutifs comme dans l'espèce. Troisième décision et avant-dernière décision, cela concerne la problématique de la garde du chantier dans le cadre d'un marché de travaux. C'est un arrêt du Conseil d'État du 3 avril 2026 mentionné aux tables du recueil Lebon. Eh bien, la solution classique que l'on connaît, qui est appliquée ici, mais qui donne des effets qui vont encore plus loin qu'on se pouvait imaginer, c'est que pendant l'exécution du chantier, l'entreprise a la garde du chantier. Et par conséquent, il est responsable en cas de destruction ou d'endommagement du fait de force majeure ou de cas fortuits.
Et là, la décision du juge est allée encore plus loin, puisqu'il a tiré les conséquences de ce principe que l'on connaissait bien, puisqu'il a fait droit à la demande du maître d'ouvrage de remboursement des acomptes et des avances versées à l'entreprise dans l'hypothèse où l'ouvrage qu'il a construit a été détruit ou endommagé avant la réception. Donc, on est dans l'hypothèse où l'entreprise a construit des ouvrages, il y a eu une destruction pour force majeure ou cas fortuit, qui n'est pas forcément la responsabilité de l'entreprise. L'entreprise est responsable et le maître d'ouvrage peut même demander le remboursement des acomptes, des prix versés en termes d'acomptes et d'avance. C'est une solution qui me paraissait intéressante. Dernière décision avant de céder la parole. Il s'agit d'une décision concernant le règlement de concours de maître d'œuvre. Vous savez, dans un règlement de concours de maître d'œuvre, vous pouvez indemniser les candidats qui ont remis une offre. Et là, la question posée au juge était de savoir si le règlement peut prévoir l'indemnisation des candidats qui ont remis une offre qui n'était pas conforme au règlement de consultation. Alors évidemment, dans l'hypothèse où le règlement prévoit que ce n'est pas possible de verser une indemnité dans une telle hypothèse, où l'offre n'est pas conforme au DCE, il n'y a pas d'indemnisation. Ça, la question est très claire et très simple. En revanche, le Conseil d'État nous dit que le règlement de consultation peut très bien, s'il le souhaite, prévoir une indemnisation de l'ensemble des candidats, qu'ils aient remis une offre conforme ou non conforme au règlement de consultation. Bon, nul doute que cette décision sera appliquée avec parcimonie par les collectivités territoriales, tant elle est quelque peu défavorable. J'en ai terminé pour cette actualité droit à la construction et je cède la parole à Sylvie. Voilà, merci Sylvie pour le droit pénal. Merci, merci Xavier. Bonjour à tous. Bon, alors très brièvement sur le droit pénal des collectivités, je démarre avec une actualité législative qui en fait est très intéressante puisqu'en fait nous avons avancé en matière de délit de prise illégale d'intérêt. Et donc je vise la loi du 22 décembre 2025 qui a modifié les éléments constitutifs de l'infraction, ou du moins qui a intensifié l'élément intentionnel. Comme vous le savez, cette loi a créé le statut de l'élu local, et dans ce cadre-là, en fait, elle a souhaité, enfin, le législateur a souhaité clarifier, nous l'espérons, nous verrons comment les tribunaux appliqueront ces nouvelles dispositions. Donc, l'objectif de clarifier le délit de prise illégale d'intérêt, et je vous rappelle, prévu donc à l'article 432-12 du Code pénal. Tout ceci pour sécuriser l'action des élus locaux. Donc, les conflits d'intérêts, vous savez, c'est ça la prise illégale d'intérêt. On est en présence d'un conflit d'intérêt entre un intérêt de nature publique et un intérêt de nature privée. Là, expressément, les conflits d'intérêts dits public-public sont désormais exclus du champ d'application de cet article. Donc, cette disposition est importante pour les élus qui, comme vous le savez, vous, en fait, en tant que responsables publics, sont régulièrement amenés à prendre des décisions donc affectant des entités ou des domaines dans lesquels ils ont une responsabilité. Donc, cette modification a pour objectif de résoudre cette problématique des élus qui, en fait, ont une mission, par cette mission, sont envoyés par leur collectivité pour siéger dans des structures externes. Alors, il est précisé que l'élu doit avoir agi en connaissance de cause. Donc, le législateur a ainsi renforcé, ce que je disais à l'instant, l'élément intentionnel, car auparavant, la seule réalisation des actes matériels du délit suffisait à établir la culpabilité. Donc ça, c'est vraiment un point très important et appréciable. Donc, il est nécessaire désormais de démontrer, donc, pour en fait un juge, de démontrer une atteinte effective, concrète et caractérisée à l'impartialité, à l'indépendance ou à l'objectivité de la décision publique. Et le terme altérant a remplacé de nature à compromettre. Quelques subtilités. Donc, alors, il est également prévu, et c'est ajouté dans le texte, une cause d'exonération
lorsque la personne ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Cette disposition donc a pour objectif d'offrir un cadre juridique, je dirais, plus clair pour les élus contraints d'agir dans des situations d'urgence ou de nécessité pour le bien public. Donc, nous verrons dans quelques mois à venir comment les juges vont interpréter ces nouvelles dispositions, mais j'aurai dans quelques minutes l'occasion d'évoquer une décision. Très brièvement, j'attire votre attention, bien sûr, en fait, un rapport toujours intéressant, c'est le rapport du défenseur des droits et sur la protection des lanceurs d'alerte, des lanceurs d'alerte qui sont de plus en plus nombreux, ce que l'on constate. Peut-être que vous l'avez constaté dans vos organisations. Et là, c'est une analyse sur la période, les années 2024 et 2025. Donc, le rapport dresse un bilan sur la mise en œuvre du dispositif par l'ensemble des acteurs concernés. Je vous renvoie à la page 55 du rapport. Pour rappel, donc au terme de la loi du 9 décembre 2016, les communes et leurs établissements publics ne disposant pas des ressources humaines et juridiques nécessaires sont invités à faire appel au centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel ils sont affiliés pour le traitement des alertes. Aujourd'hui, le caractère facultatif de cette compétence freine le développement d'une expertise dédiée, ce qui nécessite bien évidemment des fonds supplémentaires, ce qui engendre une offre insuffisante face aux besoins du terrain, une surcharge des référents actuels et un risque d'absence totale de dispositifs d'alerte dans certaines communes. Donc, ce sont les constats qui sont faits par le défenseur des droits. Et donc, ce défenseur recommande de prévoir que les fonctions de référent alerte constituent une mission obligatoire pour les centres de gestion exercée au profit, donc en fait, cette obligation, cette mission obligatoire exercée au profit de l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements ou, à minima, pour les collectivités obligatoirement affiliées à ces centres de gestion. Je poursuis avec, merci pour la slide suivante, merci. Je passe le délit favoritisme puisque Gilles en a fortement bien parlé, ce qui démontre qu'en fait, on travaille souvent avec Gilles sur les dossiers pénal et commande publique. Donc là, c'est sur en fait la poursuite irrégulière de la fonction par un élu. Ce qui est intéressant, en fait, c'est l'effet, un maire condamné à une peine d'inéligibilité est devenue définitive, donc démissionne de ses fonctions, il n'a pas le choix, et malgré cette démission, il continue à intervenir dans la gestion de la commune sous la qualité de conseiller bénévole, notamment en exerçant une action de direction des travaux communaux ainsi qu'une mission de surveillance des établissements communaux ou en étant à l'origine de la réorganisation de la police municipale. Vous voyez, il y a beaucoup d'audace. La Cour de cassation a confirmé la condamnation du chef de poursuite irrégulière des fonctions par un élu public. Elle rappelle que l'infraction est constituée à compter de la démission d'office prononcée par le préfet ou de l'acceptation de la démission par ce dernier. Et elle retient en outre que des comportements de direction, de gestion et de contrôle des services communaux suffisent, on est en direction de fait, suffisent à caractériser l'exercice irrégulier des fonctions, même en l'absence d'actes administratifs formels. Donc, ceci est intéressant car la Cour, donc la Chambre criminelle, la Cour de cassation, a précisé le point de départ de l'infraction en l'articulant avec les règles du code électoral, du droit électoral et des collectivités territoriales. Donc, la condamnation définitive à l'inéligibilité ne met pas à elle seule fin au mandat. Elle adopte également une conception concrète de l'exercice des fonctions et qui peut résulter de simples comportements révélant l'exercice effectif du pouvoir municipal, ce qui n'a rien d'étonnant. Et je termine avec la prise illégale d'intérêt. Donc, je reviens en fait, qui fait un lien avec la loi de décembre 2025. Donc là, en l'espèce, l'ancien maire, donc c'est une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et un ancien maire intervient dans le recrutement de son épouse comme directrice de cabinet du CCAS de la commune.
et il participe notamment à la négociation de sa rémunération, à la préparation du contrat de travail, c'est quand même comme ça, c'est beaucoup plus pratique, et aux démarches ayant conduit à son embauche. Et il est condamné, ce qui n'est pas étonnant, pour complicité de prise illégale d'intérêt. La Cour de cassation donc a annulé, alors la Cour de cassation a annulé la condamnation qui a été prononcée par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en faisant application de la loi du 22 décembre 2025, puisque je vous le rappelle, en matière pénale, la loi plus douce s'applique immédiatement. Et donc, à considérer, donc, du fait de cette réforme, que la Cour d'appel aurait dû appliquer cette nouvelle réglementation, et notamment concernant la prise illégale d'intérêt, qui restreint la définition de l'intérêt prohibé et introduit une cause d'exonération, comme je soulignais il y a quelques instants, fondée sur un motif impérieux d'intérêt général, et donc constituant une loi pénale plus douce applicable immédiatement aux procédures non définitivement jugées. Donc elle a renvoyé devant la même cour d'appel, mais composée différemment, en demandant à cette cour de faire application de la nouvelle réglementation. Alors, ce qui ne veut pas dire, je ne suis pas devin, mais en fait, la cour composée différemment, va certes, condamnera, puisqu'en fait, en l'espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation reproche en fait à la Cour d'appel de ne pas avoir fait application de la loi nouvelle, mais souligne l'absence d'intérêt public et qu'on est vraiment en présence d'un conflit, l'existence en fait d'un conflit d'intérêts, puisque là, en l'espèce, les intérêts étaient sans contestation possible, purement personnels. Donc, cet arrêt constitue une application de la rétroactivité de la loi en matière pénale parce qu'elle est plus douce, et il confirme que les juridictions doivent désormais vérifier l'existence, donc c'est ça que la Cour d'appel n'avait pas fait, elle n'avait pas vérifié l'existence d'un véritable intérêt privé altérant l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'auteur et tenir compte, le cas échéant, de la nouvelle cause légale d'exonération. Je vous remercie. Et je suis terminée pour la partie pénale. Merci beaucoup. Donc, le droit de l'environnement était passé avant. Donc, nous avons balayé l'ensemble des thématiques aujourd'hui. Merci au cabinet Adaltis. Toutes nos excuses pour ces petits soucis techniques. Vous aurez de toute façon le support et un replay de ce webinaire. Je vous remercie encore, mesdames, messieurs. Un très bon après-midi à tous. Et puis, on se retrouvera, quoi qu'il arrive, pour l'actualité du second semestre, début décembre. Merci, bonne journée, bon appétit. Merci. Merci. Au revoir. Merci à Au revoir, tous, merci. bonne journée. Au revoir. Au revoir.